Bonjour tout le monde. Je suis ravi de présent parmi vous pour cette petite session autour de la génération AI et également surtout le principe du RAG avec Autonomous Database. Et bien, sans transition, moi je vous propose d'entamer la session. Le petit safe harbor très rapidement. Donc, l'objectif de cette session, c'est vraiment de vous expliquer comment, avec Autonomous Database, il est possible de pouvoir améliorer un moteur de GenAI en utilisant Autonomous Database comme RAG, comme Retrieval Augmented Generation, et qui va permettre de pouvoir avoir des données accurate et sans réentraîner votre IA. Donc, ça va se découper en quatre parties. Trois parties même. Donc, une introduction sur ce que c'est que le RAG. Après, toute une partie sur l'environnement et le setup nécessaire sur OCI pour arriver à ce résultat-là. Et enfin, des questions-réponses et également des liens vers des ressources qui vont pouvoir vous permettre de pouvoir tester ça par vous. Donc, le RAG. Donc, le RAG, c'est vraiment la révolution qui est de ces dernières années autour de la Gen AI, qui va vous permettre de pouvoir avoir euh, le l'amélioration et l'entraînement de votre IA avec des données nouvelles, up-to-date, accurate, sans pour autant avoir à réentraîner complètement votre IA ou faire du fine-tuning, qui est extrêmement chronophage. Là, ça va vous permettre d'avoir, prenons un exemple tout bête, vous allez chercher le classement de la Ligue 1 qui s'est terminé la semaine dernière, ça vous permettra de l'avoir en temps réel, sans avoir à vous le réentraîner. Grâce à des services comme OCI GenAI, Agent, ça permet d'exploiter la puissance des capacités de recherche vectorielle avancées qui sont au sein de l'Autonomous Database 23 AI et qui n'a jamais été aussi simple, puisque vous allez le voir, en moins d'une heure, c'est faisable de pouvoir intégrer une Autonomous Database à votre LLM. Grosso modo, la liste des fonctionnalités les plus marquantes de ce service-là, ça va vous permettre de prendre en charge plusieurs méthodes d'ingestion de données et canaux d'interaction. Donc, ça peut être des interfaces de chat, ça peut être des API, de créer des réponses contextuellement pertinentes en recherchant dans votre base de connaissances. Ça va vous permettre également de fournir la source de chaque réponse, donc et également le code nécessaire pour arriver à cela. Ça va permettre d'exploiter les capacités de recherche vectorielle de Zomus 23 AI pour une recherche sémantique précise. Je fais juste une petite aparté pour vous dire que la recherche vectorielle chez Oracle, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existait depuis longtemps, qui s'appelait Select AI. C'est juste qu'on l'a intégré nativement au sein de la base de données Oracle. Également, ça va vous permettre d'avoir des options de modération de contenu, comme l'expliquait Olivier juste avant, donc tout ce qui va être le principe de température, pour avoir une expérience de chat sûre et respectueuse, et également limiter les hallucinations au maximum. Et ça va vous permettre également d'interpréter des données à partir de graphiques, pas uniquement du texte. Donc, je prends l'exemple de graphiques, mais ça peut être des images aussi. Donc, un graphique sur deux axes, des tableaux de référencement dans un PDF, sans nécessité de description explicite des éléments visuels. Donc, vraiment, ça va vous permettre de très facilement intégrer une large pool de données multiples et que ce soit sur du PDF, que ce soit des graphiques, des tableurs, des choses comme ça, au sein de la base et de pouvoir faire des recherches dessus. La solution que je vais vous présenter se comporte de quatre grandes parties. La première, ce que je viens de vous expliquer, c'est l'Autonomous Database 23 pour la vectorisation, pour les tokens, pour l'embedding et qui va vraiment vous fournir la stack RAG que vous allez pouvoir coquiner avec votre LLM. Avec ça, dans cet exemple, on va partir aussi sur OCI Generative AI Agent, qui va permettre la communication entre votre Autonomous Database et le LLM, qui sera en l'occurrence Cohere. Et ça va vous permettre de créer ce pont, cette passerelle entre les deux pour pouvoir profiter des deux mondes. Également, l'object storage, donc ce que vous expliquez Olivier juste avant, donc c'est vraiment là où on va pouvoir venir stocker toute notre base documentaire PDF ou autre chose pour faire toute la partie embedding dans Autonomous.
On va utiliser ça à la fois, donc, dans Autonomous, vous aurez les vectors et les PDF qui seront sur l'objectory, ce qui vous permettra de ne pas forcément alourdir votre base en lui intégrant énormément de fichiers, mais de pouvoir faire ce lien entre les deux. Et enfin, la dernière partie, ça va être aussi iVault, parce que si vous êtes là, je suppose que vous le savez, mais la sécurité est au cœur d'Oracle. Et là, le but, c'est de pouvoir avoir une connexion sécurisée et également tous les détails sur la vectorisation sera encrypté. Maintenant, si va un peu plus loin, maintenant que je vous ai présenté ça, quel use case pourrait être pertinent avec ce genre d'architecture? Je ne vais pas en citer 80, mais je vais vous donner quelques exemples. Prenons l'exemple, mettons, de la legal research. Un juriste a un cas client et veut faire une recherche. Avant, il devait taper dans des recherches, soit sur des bases de données classiques, soit sur des livres. Maintenant, avec un RAG, vous allez pouvoir intégrer au sein d'un LLM tous les précédents et les jurisprudences pertinentes à partir d'une vaste base de données juridique. Ça va vous permettre de faciliter et d'accélérer rapidement des prises de décision juridiques. Également, si on parle en termes de, je sais pas, de création de contenu, on pourrait dire que dans les médias, la création de contenu, les agents RAG, ils peuvent assister les rédacteurs en chef, les journalistes, en recherchant des informations pertinentes sur des sujets spécifiques qui ont déjà été publiés et en suggérant des idées de contenu ou même, avec un LLM un peu puissant, rédiger des sections d'articles basées sur des données ou des tendances les plus récentes. On pourrait également parler, je ne sais pas, pour la gestion des chaînes de logistique, par exemple. Dans la chaîne logistique, les agents RAG peuvent fournir des analyses en récupérant et en synthétisant des informations sur les niveaux des stocks, sur les données fournisseurs, sur des indicateurs logistiques afin d'optimiser les opérations et les transits. Je vais pas aller plus loin, mais en fait, les exemples, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les exemples sont vraiment multiples. Et en fait, la limite, c'est qu'il n'y a pas forcément de limite. Un RAG peut vous permettre de, d'avoir de meilleures données, de meilleurs résultats et donc d'être plus pertinent, plus rapide aussi. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. La première étape, quand vous voulez mettre en place cette infrastructure, ça va être de créer ce qu'on appelle des dynamic groups et des policies. Donc, une fois sur votre console Oracle, vous allez dans la partie Identity Domain et vous allez pouvoir créer votre dynamic group. Ce dynamic group est nécessaire si vous voulez accéder au service. Pour ça, je vous invite quand même à faire un nom de Dynamic Group qui est des règles correspondant à une cible de ressources. Typiquement, là, en l'occurrence, on est sur de la GenAI. Donc, on l'a appelé GenAI Agent. Si vous étiez sur la base de données, vous pourriez l'appeler DB ou autre. Mais je vous invite et je vous conseille quand même d'être le plus précis possible parce que sur des organisations petites, vous n'aurez pas forcément beaucoup de dynamic group, mais sur des vastes organisations, vous pouvez vous retrouver avec 50, 100, 200 dynamic group. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué pour se retrouver. Une autre chose que je vous conseille également, c'est des matching rules. Dans OCI, les matching rules d'un naming group permettent de définir dynamiquement quelles sont les ressources OCI qui appartiennent à ce groupe. Donc, typiquement, ça peut être des fonctions, des agents, des bases de données, en l'occurrence notre Autonomous, et sans avoir à les spécifier manuellement. Ces règles utilisent des attributs d'identification de ressources, comme le type de ressources ou alors le compartiment dans lequel euh, les ressources sont hébergées, ou même encore, ça peut être des tags qui permettent de pouvoir identifier un peu plus finement et faire correspondre automatiquement les ressources souhaitées. Là, typiquement, la matching rule qu'on a pu voir, je vais mettre le petit pointeur, c'est bien all et resource type, c'est uniquement les GenAI agents que vous pouvez voir ici. La deuxième étape, ça va être de créer des policies, puisque de base, le Cloud Oracle, il n'y a pas d'autorisation. Un utilisateur qui a créé une dynamic group qui est créée a zéro autorisation. Donc, on va rajouter des policies. Les policies sont assez simples dans l'absolu, puisque, comme je vous l'ai dit, de base, rien n'est permis. Donc, on va autoriser. Donc là, en l'occurrence, autoriser le Dynamic Group GenAI Agent DG à regarder, donc à lire les Database Tool Family dans le compartiment Toto.
Le but de ça, ça va être de lui donner les droits nécessaires au fonctionnement de ce RAG. Donc typiquement, vous allez avoir l'Object Family, le GenAI Agent Family, le Secret Bundle et le Database Tool Family. Petit conseil également, préfixer les noms de groupes de domaine. Là, typiquement, on a mis Hello, Dynamic Group, GenAI Agent DG. On pourrait le dire d'une manière différente. Allow Dynamic Group, Oracle Identity Cloud Services, slash GenAI Agent DG. To manage ou to read, ce que vous voulez. Ça va vous permettre aussi d'être un peu plus euh, précis et surtout si vous n'êtes pas dans le domaine par défaut. Ça vous permettra de pouvoir quand même créer ces groupes sans pour autant vous assurer que le domaine est bien le bon dans lequel les ressources sont créées. Également, petit tips, assurez-vous que les utilisateurs appelant les services soient membres du groupe défini et disposent des droits sur toute la tenancy ou, en fonction des architectures, si besoin, sur des compartiments spécifiques. Si vous utilisez un fournisseur d'identité autre que Oracle Identity Cloud Services, qui s'appelle maintenant IAM, vous devrez utiliser son nom propre et unique dans les politiques et les règles du groupe. Maintenant, on a créé le groupe. L'autre partie, c'est le réseau, toujours. Donc pour ça, il va falloir créer plusieurs choses. Il va falloir créer un VCN, il va falloir créer un subnet. Là, on est sur la création du VCN, donc du Virtual Cloud Network. On voit bien que le nom du VCN, c'est MyVCN. On l'a créé dans le compartiment expérimental. Donc ça, c'est dépendant de l'architecture et, je vais dire, de la gouvernance que vous mettez en place au sein de vos tenants. On lui donne un CIDR block pour lui donner un range d'IP. On peut utiliser un DNS, donc on peut utiliser le DNS hostname in the VCN, donc ce qui vous permet de pouvoir avoir dans vos hostnames des DNS dynamiques. Et là, vous choisissez le label que vous voulez. Une fois que vous avez créé votre VCN, c'est assez simple. Maintenant, il va falloir créer la sous-partie qui s'appelle le subnet. Donc pour ça, le subnet, qui est vraiment intrinsèquement lié avec le VCN, vous allez avoir deux types de choix, soit le régional, soit le Ability Domain spécifique. Je vous recommanderais toujours de faire le régional. Pourquoi? Parce que l'availability domaine spécifique peut marcher sur certaines régions OCI qui disposent de trois availability domaines. Je pense typiquement à Francfort. Euh, mais de base, la bonne pratique, c'est de faire ça comme ça. Ça sera étendu à l'ensemble des AZ, des AD de votre région. En dessous de ça, il faut leur donner un outsider block pour permettre de pouvoir créer des workloads au sein de votre subnet. Je précise également que dans ce cas-là, sur OCI, vous avez la possibilité de créer des subnets privés ou publics. Là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment des adresses privées, donc un subnet privé. Une fois qu'on a fait ça, et je rebondis sur ce que je vous disais précédemment, le Oracle, rien n'est autorisé par défaut. Donc, il va lui falloir donner des ingress et des egress rules pour pouvoir permettre la communication entre les services, même à l'intérieur de CI. Donc là, typiquement, on va lui ajouter un certain nombre de règles ingress. Là, on voit que lui donne les ressources. Donc 00, c'est all resources qui autorise le port TCP. Pour le source port indépendamment, par contre, la destination, c'est le port 22. Là, si je regarde un petit peu plus qui va nous intéresser pour la base de données, donc c'est la source avec ce cider range sur le protocole TCP et on va autoriser les communications sur le port 1521 et 1522. Voilà. Vous pouvez en rajouter d'autres. C'est pas un problème. Ça, c'est en fonction un peu de votre usage que vous allez devoir définir vos règles d'ingress. Une fois qu'on a fait ça, on va quand même passer à l'étape suivante qui va être de pouvoir créer un vault pour les secrets de la base. Donc, toujours dans le compartiment expérimental, vous allez créer un vault pour stocker vos clés. Euh, je vous invite à ne pas faire Make it a virtual private vault. C'est une option qui est plus chère. Là, c'est une option qui est gratuite de base.
Une fois qu'on a fait ça, le réseau, le domaine, le vault. Maintenant, il faut créer les clés. Donc, les clés qui vont vous permettre de pouvoir vous identifier à la fois sur la base et sur les GenAI agents. Euh, de base, le mode de protection des clés de chiffrement sur Oracle, c'est sur du HSM, donc du Hardware Security Module, qui permet de pouvoir gérer une encryption profonde des clés. Donc là, vous lui donnez la clé dans le compartiment que vous voulez, vous lui donnez vos noms. Vous avez choix entre plusieurs algorithmes. Donc il y a AES, les autres. Vous avez trois algorithmes sur lesquels vous pouvez définir l'encryption de vos clés en fonction de votre besoin et surtout en fonction euh, des, je veux dire, des nomenclatures et des normes imposées par votre SSI. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vos clés. Maintenant, on va passer à la partie justement qui nous intéresse un peu plus, c'est la partie Autonomous Database. Donc, pour créer une Autonomous Database, c'est assez simple. C'est cliquer sur ce qu'on, dans le jargon au sein d'Oracle, qu'on appelle le petit burger, pour pouvoir naviguer dans le menu, et après aller sur Oracle Database, Autonomous Database. Maintenant, vous allez créer votre base de données qui va vous servir de RAG, donc qui va être à la fois vectoriel et à la fois SQL. Donc, les étapes de création d'une base de données Autonomous, c'est assez simple. Vous cliquez sur Create Autonomous Databases, et vous allez arriver sur un panneau qui va vous demander un certain nombre de champs à renseigner. Typiquement, le user, c'est admin par défaut, vous choisissez le password. Vous pouvez choisir le type d'accès, donc ça peut être Secure Access from Anywhere. Donc là, dans ce cas-là, euh, seuls les utilisateurs qui ont les credentials peuvent se connecter à la base. Ou alors, nous, dans le cas qui nous intéresse, c'est plus le private endpoint, pardon. Donc c'est pour restreindre les accès que sur un private endpoint dans votre VCN. Vous allez devoir définir également ce qu'on a créé juste avant, donc le Virtual Cloud Network et le Subnet, qui est juste là. Maintenant que vous avez créé ça, vous allez avoir un certain nombre d'informations. Vous avez créé votre base et ça va vous fournir un certain nombre d'informations qui vont permettre de pouvoir isoler et sécuriser votre base de l'accès public. Également, ça va vous donner les informations nécessaires pour que votre GenAI Agent puisse se connecter à la base. Donc pour ça, vous allez tout simplement sur le Database Tools Connection Menu et vous allez avoir donc les types de connexion d'authentification possibles, donc là du TLS, les accès types, donc on a bien vu ce qu'on avait configuré avant, c'est le Virtual Private Network, l'availability domain sur lequel vous l'avez créé, le VCN, le subnet et la private endpoint API. Ça, c'est quelque chose de très important. Et si vous faites le connection string, ça va vous ouvrir ce menu sur lequel vous allez avoir un certain nombre de connexions préfaites TLS qui va pouvoir vous permettre de connecter votre agent à la base. Donc là, typiquement, il y en a trois, high, low, medium, qui permettent en fait, grosso modo, de définir la puissance qui sera allouée aux requêtes issues de ces connexions, grosso modo. Maintenant qu'on a fait ça, on va créer l'agent. Donc j'ai créé la Tools Connection. Donc là, c'est très simple. Vous arrivez sur le Database Tools Connection. Les informations, en fait, sont déjà remplies. La seule chose que vous avez à faire, et c'est bien indiqué là, c'est de cliquer sur Validate pour vous assurer, dans le slide suivant, que la connexion marche bien. Si problème il y a, la console vous donnera un certain nombre d'informations et d'indications pour vous permettre de résoudre les problèmes de connectivité. Et là, on voit bien que la connexion a été effectuée avec succès, qu'il y a une connection agent, le database name et la version sur laquelle on peut, la version de la base. Là, en l'occurrence, une 23 AI. Euh, Maintenant, il va falloir configurer la base parce que lors de la création, la base n'est pas faite forcément pour faire du RAG. Donc, cette étape consiste à la rendre compatible avec le service GenAI Agent.
Pour ça, c'est assez simple. Vous allez sur la page détail de votre Autonomous et vous allez cliquer sur le bouton SQL Worksheet qui est ici. Ça va vous ouvrir une invite de commande pour pouvoir vous permettre de faire les bidouilles nécessaires à l'intérieur de la base pour permettre l'accès. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de permettre à la base d'accepter les connexions HTTP et HTTP proxy. Pour ce faire, vous avez le DBMS Network Acknowledge Admin Package qui va vous permettre de pouvoir définir tout ça au sein de la base. Donc là, c'est vraiment pour autoriser la base, les utilisateurs de la base à avoir accès à l'embedding model. L'autre chose à faire, et très importante, c'est les credentials, qui vont permettre à la base de données Autonomous d'accéder au service GenAI via le package DBMS Cloud. Donc, pour ça, c'est assez simple. Vous allez devoir retourner sur la page utilisateur OCI pour récupérer les clés API, qui sont des private keys. Okay. Une fois ça, vous la récupérez et vous allez devoir intégrer, comme on voit ici, le credential avec à la fois le fingerprint et la clé privée. Donc, vous avez le nom de votre credential, le username ID, le tenancy OCID, le private key. Alors là, en l'occurrence, elle est bien tronquée parce que techniquement, elle fait quand même 15 bornes de long. Et le fingerprint. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un petit package JSON où vous pouvez le faire. Soit vous le faites en mode DBMS Code, soit vous pouvez le faire avec un package JSON. Ça marche, les deux marchent en fait. De base, les DBA ont plus tendance à faire du DBMS Code. Maintenant, on va que les credentials a été fait, on va pouvoir euh, tester l'embedding, la fonction embedding. Donc, si tout a été correctement paramétré et que les packages ont bien été dépassés, vous allez pouvoir faire une query comme celle-ci euh, qui va embedder le mot hello avec donc, qui est là et avec le modèle qu'on a choisi, donc le modèle qui est intégré aussi à nativement, qui est le modèle Cohere multilingual V3. Maintenant, la base est prête. Ce qu'il faut, c'est créer l'espace, comme Olivier vous disait précédemment, pour pouvoir stocker vos PDF ou n'importe quel autre fichier. Donc pour ça, vous allez devoir créer un bucket. Ce bucket, c'est assez simple, c'est de l'object storage. Vous allez créer votre bucket. On le définit en mode standard et non en mode archive. Pas besoin d'aller bien loin dans les options. La seule chose qu'il faut bien être sûr, c'est encrypt using Oracle Managed Keys. Puisqu'on a créé, je vous le rappelle, juste avant, un vault pour stocker les clés de chiffrement. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir, avec un seul organisme, vous connecter un peu partout en fonction des droits qui vous ont été attribués. D'accord? Maintenant, vous allez pouvoir utiliser un package qui s'appelle dmscloud.getObject qui va vous permettre de pouvoir faire l'embedding de fichiers qui sont dans ce bucket à une hauteur à peu près, je crois que c'est un chunk de 75 tokens, si mes souvenirs sont bons. Maintenant, mais il faut bien uploader les PDF. Donc, cette partie est assez simple. Dans l'object, vous pouvez ajouter un certain nombre de PDF. Alors, ça peut être soit par API si vous avez un large volume de données. Si vous avez 3 PDF qui se courent après, vous pouvez tout à fait utiliser la console pour faire un upload direct. Maintenant, la base est créée, le bucket est créé, les objets sont chargés. Il faut créer la pré-authentification request pour connecter la base avec le, avec l'objet, le PDF en l'occurrence. Donc cette pré-authentification, elle se passe sur ce menu-là. On lui donne un nom qui est déjà prédéfini à la base, et là, la pré-authentification a plusieurs choix. Soit on le fait au niveau du bucket, donc ce qui peut être intéressant quand vous avez un large nombre de fichiers à embedder, ou à l'object, une fois si vous avez un seul gros fichier. Ça, c'est un peu au choix de fonction du cas d'usage. Et
Surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est ça. Donc l'access type. Ce qui est important dans un RAG, c'est pas d'écrire. Mais par contre, ce qui est capital, c'est de lire. Donc assurez-vous d'avoir toujours l'access type permit object read. Maintenant, une fois que vous allez recréer, vous allez arriver sur cette page-là. Cette page-là vous rappelle le nom de l'objet et de la part que vous avez créé. Et surtout, ça vous donne la authentification request URL. C'est celle-là que vous allez devoir utiliser et copier dans le script suivant pour embedder votre fichier. Donc là, typiquement, si on reprend, on crée une table avec les différents chunks, donc les différents champs, et le from, il va se faire depuis le fichier. Donc on voit qu'on fait un select étoile from vector chain, blob, et là, c'est là où vous allez utiliser l'Osiric Convention Bucket que vous avez créé juste avant, qui va pouvoir vous permettre d'autoriser l'accès à la base de données sur votre fichier. Une fois qu'il aura fait ça, il va le lire, l'analyser, et il va créer les tables en fonction. Les tables, les colonnes en fonction. Et ça, pour arriver à un résultat qui donnera ça. Donc là, c'est depuis le fichier, l'IA et le Select AI de Oracle a analysé le fichier et a créé les colonnes et les en fonction des fichiers analysés. Maintenant, on a créé une colonne. Très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est les vecteurs. Donc, pour ça, c'est assez simple. C'est un, c'est un texte clair, en fait. Il n'y a pas de numerical embedding pour générer. Il faut juste avoir en tête deux, trois petites choses. Il y a une limite de quota pour tout ce qui va être de faire tourner les embedding models. Par exemple, pour un dataset avec plus de 400 enregistrements, vous ne pouvez pas, euh, vous pouvez euh, charger ces données ou écrire un script pour faire ça en batch. Par contre, si vous êtes au-dessus, là, il faudra faire des chunks. Et si vous avez trop de chunks ou de records au sein d'une table, vous allez devoir répéter ce process plusieurs fois avec des batchs suivants qui vont pouvoir vous permettre d'intégrer l'intégralité des data. Une fois qu'on a fait ça, on va créer la similarity. Donc, la similarity search function qui va pouvoir vous permettre de créer un top K result quand vous appelez cette fonction. Grosso modo, c'est ça, hein. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tester cette fonction-là. Donc pour faire ce test, c'est simple, c'est vous faites juste un sys ref cursor, vous indiquez les différents vecteurs que vous cherchez, vous indiquez bien les DBMS output pour pouvoir sortir en mode query vos résultats vectoriels. Et là, vous avez bien sur la droite de l'écran à la fois votre doc ID et le score qui lui est donné. Maintenant, on va créer une base de connaissances. Puisque pour associer toutes les étapes qu'on a fait dans ce setup-là, on a besoin de créer une base de connaissances qui va permettre de pouvoir autoriser l'agent pour savoir où sont les datas et quelles sont les datas pertinentes pour les réponses. Donc pour ça, vous allez aller dans Generative AI Agent, Create Knowledge Base. Hein. Et là, ce qui va être important, donc vous allez avoir un certain nombre de champs à remplir, typiquement le nom, le compartiment, la description. Le data store type, donc c'est toujours, en l'occurrence dans notre cas, Oracle AI Vector Search. Vous allez devoir indiquer
la connection string qu'on a vue à la tâche 5 précédente. Vous allez tester la connexion pour vous assurer que tout marche bien. Mais ce qui va être très important, c'est de bien donner le vector search function qu'on a créé aussi. Donc, il y a le retrieval func AI. Une fois que qu'on a tout ça, on va pouvoir passer à la dernière étape quasiment, qui est la création de l'agent. Donc, soyez sûr que la knowledge base est bien renseignée et que vous l'avez créée juste avant. Sinon, vous ne pourrez pas aller plus loin. Typiquement, on voit bien qu'il y a un certain nombre de champs, typiquement compartiment, le welcome message, des instructions for Rag Generation. Donc là, il y aura un AI Solution Assistant that know about, il donne le lien et ça va vous donner des réponses depuis ce site-là. Donc c'est juste pour que l'utilisateur soit au courant que ces données viennent de tel endroit. Et pour la knowledge base, on lui indique le compartiment et surtout ce qu'il faut lui donner, c'est le knowledge base agent et c'est bien ça qu'il faut cocher. Ça va prendre à peu près quelques minutes à se créer et vous allez arriver au final à pouvoir avoir accès à votre LLM et à votre agent qui communique directement avec la base de données 23 AI. Donc là, c'est bien le welcome message qu'on a dit juste avant. Et on lui pose une question, donc can you tell me more about self-instruct? Et là, il va taper directement dans les fichiers PDF stockés sur Object Storage, vectorisés au sein de la base Autonomous 23 AI pour être intégrés dans le modèle, qui en l'occurrence un modèle Cohere, et vous apporter des réponses up-to-date. Une chose qui peut être très intéressante également, c'est le système de traces qui va vous permettre de retrouver les embeddings utilisés pour les réponses et les documents ID qui sont stockés dans la base de données. Donc là, typiquement, si on regarde, on voit que la recherche, ça a été Can you tell me more about self-instruct? Et là, il vous donne tout le déroulé de comment il a construit sa réponse. Donc, il a regardé dans le document ID 38 le source text, ce qui est un generative task instruction determine. Il est allé également regarder dans le document 149 pour apporter des modifications ou des compléments à la réponse. Et ainsi, ça va vous permettre à la fois de voir techniquement le degré d'hallucination est très faible puisque la température n'a pas été indiquée, donc de base elle est à zéro. Et ça va pouvoir vous permettre de retrouver dans ces documents au sein de votre base et de vos documents les réponses. Alors, également, vous pouvez utiliser un GitHub qui est à disposition, qui est ouvert au public pour le OCI RAG Vector DB, qui va vous permettre de trouver des solutions, et c'est plus ou moins un hub de solutions qui va pouvoir vous permettre de travailler et de faciliter grandement le déploiement qu'on a fait juste avant par de l'automatisation et également tout ce qui va avec les scripts nécessaires, surtout les scripts SQL et PLSQL au sein de la base. Et enfin, un outil qui est à votre disposition également, qui est l'IA Solution Hub, qui est vraiment, je vais dire, notre Bible pour pouvoir générer, alors que ce soit ce qu'on vient de faire, donc à RAG, mais également déployer, déployer du LLM sur du GPU. Et c'est vraiment un endroit où vous allez avoir, je sais plus, je crois qu'il y a plus de 100 use cases pour pouvoir coller au plus près. Alors ça peut être de l'entraînement, mais ça peut être également des choses que vous pouvez considérer pour mettre en production par la suite. Ok. Un petit takeaway, donc grosso modo, si je dois résumer tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a vu, c'est que l'Oracle GenAI Agent Service simplifie drastiquement la méthodologie pour pouvoir connecter un RAG avec un LLM. Et toutes les étapes qu'on a vues ensemble, vous pouvez les retrouver sur le Solution Hub, que ce soit le GitHub ou
le site web que vous venez de voir. Si vous voulez des ressources complémentaires, je vous invite à scanner ces QR codes qui vont pouvoir vous amener à la fois, donc, comme j'expliquais, sur la AI Solution Hub, à droite, mais également sur tout un pan de webinars, de training et de tips and tools qui vont pouvoir vous permettre de déployer cette infrastructure beaucoup plus rapidement. Je pense qu'on peut passer au Q&A, si c'est bon pour tout le monde et s'il y en a. Alors, comment Oracle Autonomous Database gère-t-il les mises à jour de documents indexés en vecteur? Donc, ça, c'est assez simple. La mise à jour des documents vectorisés peut être gérée comme des données classiques, en fait. Si un document change, il suffit de recalculer son embedding via l'API OCI Generative AI ou un autre modèle compatible. Et ensuite, vous mettez la ligne correspondante dans la base à jour avec une requête de type update. Il faut bien comprendre que Oracle ne recalcule pas automatiquement les embeddings, mais avec l'intégration d'outils comme soit OCI Services ou le package DBMS Vector, ça va faciliter les opérations de workflow automatisé parce que vous pouvez l'intégrer dans des batchs. Euh, Question suivante, c'est alors, est-ce que les données vectorielles sont chiffrées ou protégées comme des données classiques? Bien évidemment. Euh, de base, l'Autonomous Database, toutes les données sont encryptées et elles sont encryptées au repos et en transit. On l'a vu dans l'exemple, on utilisait HSM, CI Vault pour gérer les clés de chiffrement avec un HSM. Les clés sont contrôlées, les accès et les clés sont contrôlés par des rôles et des policies IAM, donc Identity and Access Management, ce qui permet de restreindre l'accès aux embeddings et aux documents sources. Bon, grosso modo, si je peux résumer, le stockage vectoriel, en fait, hérite des mêmes garanties que la base de données Oracle, où tout est encrypté par défaut et de base. Euh, Quel est l'intérêt d'utiliser Oracle pour faire un RAG par rapport à un outil open source comme Longchain ou Face? Ça, c'est une excellente question. Euh, Longchain ou Face fait des très belles choses et des très bons produits. Je veux dire que le facteur différenciant là-dedans, c'est le côté tout en un. Donc, tout en un, que ce soit en termes de manager, intégrer, sécuriser. Typiquement, vous n'avez pas besoin d'installer ou de maintenir un outil open source. Là, c'est intégré à la base via des packages, comme on a pu le voir. Tout ce qui va être le stockage et la vectorisation, la recherche euh, et la sécurité, pardon, sont centralisés au même endroit, sur OCI. Donc, les règles que vous mettez sur OCI s'appliquent à l'ensemble des produits que vous utilisez, ce qui est pas mal. Également, tout ce qui va être GenAI Agent et DBMS Vector Search, avec ça, vous pouvez construire un RAG sans avoir besoin d'un orchestrateur externe, typiquement comme le Longchain, où c'est la main index. Voilà. Et enfin, après, ça c'est plus lié au cloud en soi, mais tout ce qui va être la scalabilité automatique, la haute disponibilité et les outils d'audit d'Autonomous Database offrent des garanties difficiles à atteindre avec des stacks open source déployés manuellement, en fait, puisque c'est tout intégré. Euh, là, quel type de document ou format peut-on indexer pour la recherche vectorielle dans Autonomous Database? Alors ça permet de pouvoir prendre en charge tout ce qui va être, alors si mes souvenirs sont bons, PDF, alors JSON ça c'est sûr, PDF c'est sûr, DocX, TXT, et je crois également qu'il est possible de faire de l'intégration avec de l'HTML. Vous pouvez également faire de l'extraction automatique de tableaux, de métadonnées et des images. Et les possibilités pour chunker les documents automatiquement sont les meilleures pratiques du RAG qui sont, je crois, entre 200 et 300 tokens, des choses comme ça. Et enfin, la dernière
question qui est, peut-on utiliser Oracle Autonomous Database à la fois pour le stockage structuré et le stockage vectoriel euh, dans un projet RAG? Donc, bien évidemment, puisque bah, à la base de base, Oracle Database, ça reste quand même une base de données structurée, donc SQL, auquel on a plugué l'outil Vector Search. Donc, ça vous permet de pouvoir combiner au sein du même requête à la fois des requêtes SQL classiques avec des requêtes vectorielles dans un même environnement. Ça signifie que vous pouvez stocker vos documents transformés en embedding dans une colonne vectorielle, mais également vous pouvez interroger ces données avec des requêtes hybrides où vous allez avoir à la fois dans cette requête, donc qui est un SQL classique qui commence par un select, à la fois la partie donc relationnelle et la partie vectorielle. C'est un gros avantage. Typiquement, on prend des bases de données de nos clients qui ont 20 ans d'histoire, 20 ans de data et qui est vraiment la mine d'or. Intégrer du vectoriel dedans, pas de problème. Mais par contre, il va vous manquer justement toute cette partie historique. L'avantage de faire un RAG avec Autonomous Database, c'est que vous allez pouvoir profiter des deux. Et donc, à la fois avoir des données fraîches issues de documents, PDF ou quoi que ce soit, mais également les données historiques de vos clients. Donc, prenons un exemple. Euh, un- une entreprise de transport veut faire un LLM avec un RAG pour faciliter des appels d'offres ou faciliter des demandes de travaux. Tiens. Euh, Ces demandes de travaux, vous allez avoir les devis, les factures, également peut-être les plans de ces travaux qui vont être intégrés de manière vectorielle au sein de la base. Mais historiquement, vous avez 15 ans de base finance, typiquement, qui va vous dire bah, tel fournisseur a fait tel type de travaux euh, pour tel prix ou pour telle chose. Et vous allez pouvoir, grâce à une requête hybride, combiner ces deux choses, à la fois dans le vectoriel, définir ben, que pour tel plan ou tel type de demande, c'est tel PDF et avoir sur un historique de 10 ans, mettons, ben, sur ce type de travaux-là, voilà lesquels entre fournisseurs sont les plus pertinents, les moins chers ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions?